Imaginez un philosophe qui vient vous annoncer « La Terre ne se meut pas ». Non, ce n'est ni un philosophe de l'Antiquité, ni un théologien du Moyen-Âge, mais bien un philosophe du XXe siècle, un penseur post-copernicien qui dit cela très sérieusement. Ce philosophe a bel et bien existé. Il s'agit d'Edmund Husserl, le philosophe allemand et le fondateur de la phénoménologie. Un philosophe que nul ne peut douter de sa rigueur d'analyse, ni de son attachement à la rationalité. Un penseur qui cherchait à fonder les sciences et à leur donner une assise solide. Eh bien, il existe un texte tardif de 1934 de cet auteur, de Edmund Husserl, qui porte le titre provocateur suivant. La Terre ne se meut pas. Dans cette recherche riche et serrée, le philosophe a pensé en toute rigueur la question de la constitution de l'espace. Bien, après être scandalisé devant l'apparence non scientifique du titre, nous nous rendons compte vite, en lisant le petit texte, qu'en fait, il ne s'agit rien de moins, pour le philosophe, que de chercher à fonder l'espace dans lequel toute science naturelle, physique ou astrophysique, est possible, en pensant par là même l'attitude naturelle ou spontanée du sujet dans ce qui fait sa spatialisation. Bon, sans vouloir reprendre les analyses de Husserl ni les expliquer, nous allons juste nous intéresser à une distinction opérée par le philosophe concernant la Terre. Husserl distingue en effet entre la Terre-corps et la Terre-sol. La Terre en tant que corps qui se meut dans l'espace, comme les autres astres, les planètes. Terre donc de la physique copernicienne et galiléenne. Et puis, la Terre en tant que sol, en tant que ce sur quoi je me tiens, pour arriver à percevoir le monde, et sur lequel les corps peuvent se mouvoir. Et, je cite Husserl, dans ce texte « La Terre ne se meut pas », aussi longtemps que je ne possède pas de représentation d'un nouveau sol en tant que tel, à partir d'où la Terre, dans sa course enchaînée et circulaire, peut avoir un sens en tant que corps, en mouvement et repos, aussi longtemps encore que je n'acquiers pas une représentation d'un échange des sols et ainsi une représentation d'un devenir corps des deux sols, aussi longtemps la Terre elle-même est bien un sol et non un corps. La Terre ne se meut pas. Plus loin, la Terre est un tout, dont les parties, si elles sont pensées pour elles-mêmes, comme elles peuvent l'être en tant que fragmentées et fragmentables, sont des corps, mais qui, en tant que tout, n'est pas un corps. Fin de citation. Sans aller plus loin, ni chercher à interpréter comme il se doit un texte si riche, nous dirons que la Terre, en tant que la Terre-Sol, est aspatiale, au sens de non spatiale, tout en étant le fondement de l'espace. De l'espace, c'est-à-dire de l'espace conçu physiquement
en tant qu'élément dans lequel mouvement et repos sont possibles. Le sujet occidental, rationnel, métaphysique, scientifique, historique, etc., se tient toujours sur une terre ferme et doit se tenir avec fermeté sur une terre qui ne se meut pas pour pouvoir percevoir et s'approprier le monde qui s'ouvre à lui. À pousser encore plus ce raisonnement, nous dirions qu'il n'y a même pas de possibilité de sujet sans cette tenue sur ce sol fermé. Pas d'horizon sans terre qui ne se meut pas. La possibilité même de la rationalité vient de cette condition a priori, et l'histoire en tant qu'histoire rationnelle présuppose cette situation. Voyez maintenant un désert. Un désert peut-il être une terre seule? Mais si je ne peux me tenir dans un désert, comme je me tiendrai sur un sol qui ne se meut pas, est-ce que je pourrais percevoir le monde et m'ouvrir aux horizons de la même façon? La même façon, c'est-à-dire non pas seulement un point de vue identique, mais la même possibilité du point de vue. En d'autres termes, est-ce que je serai tout de même un sujet qui m'approprie le monde dans le mode d'une relation sujet-objet? Voilà une question que me donnent à penser les images d'interstices. À la même période où Husserl écrivait sur la terre qui ne se meut pas, un autre philosophe, Martin Heidegger, pensait l'origine de l'œuvre d'art. Il s'agissait pour ce dernier de chercher la provenance d'où se déploie quelque chose qu'on appellerait œuvre d'art. Après avoir montré l'insuffisance de toutes les définitions philosophiques classiques de l'œuvre d'art et leur manque de rigueur, Heidegger propose une interprétation selon laquelle l'œuvre est non pas seulement et fondamentalement une création ou information d'une matière, mais d'abord c'est la mise en œuvre ou le déploiement de la vérité. C'est l'institution d'un monde sur une terre où se côtoient divin et mortel. Monde, cela est l'ouvert où tout ce qui est vient apparaître et prendre place. Où s'offrent aux choses leur mouvement et leur repos, leur éloignement et leur proximité, leur ampleur et leur étroitesse. Terre, dans cette interprétation heideggerienne, est ce qui retient en soi, ce qui porte le monde, mais afin de le porter et le faire apparaître, doit se refuser et se retirer. Je cite, « La terre est par essence ce qui se renferme en soi. » Fin de citation. Et bien que l'artiste use de la matière, de la pierre ou du bois, par exemple, il use de lumière et d'écran, mais pour justement que se montrent des images,
le bois, la pierre, la lumière, l'écran se retirent en eux-mêmes et se refusent quand bien même on chercherait à les sonder. L'œuvre d'art est le lieu où s'affrontent dans leurs essences respectives monde et terre, entre ce qui vient à apparaître et ce qui se retire et se refuse. Et ce combat est le déploiement d'une vérité historique. En elle se donne en partage le destin de ceux qui habitent et bâtissent sur terre et dans le monde leur sens et leur demeure. Entre monde et terre on se tient, en interstice. Dans notre situation historique ou dans notre élément épocal, l'œuvre d'art nous fait éprouver les voies dans lesquelles nous suivons nos destins et par lesquelles nous nous comprenons. Et c'est là seulement où se tient la dimension politique de l'œuvre, c'est-à-dire ailleurs que seulement dans un discours politique. L'œuvre d'art ne fait pas de discours politique, sauf si elle est ratée en tant qu'œuvre. Mais elle aménage l'espace dans lequel une demeure dans le monde est possible, que ce soit une police ou autre mode d'habiter sur Terre. L'œuvre d'art nous livre à cet affrontement historique entre ce qui nous est ouvert et appropriable et ce qui se refuse à nous. Et c'est seulement dans l'écoute de cet affrontement que nous éprouvons notre liberté. Mais quelle est notre époque? Réseaux sociaux, armes nucléaires, satellites autour de la Terre, terrorisme médiatisé et médias terroristes, métropole gigantesque, divertissement télévisuel, politique industrielle et post-industrielle, conscience écologique, réchauffement planétaire, sciences cognitives, neurosciences, application de téléphones intelligents, rencontres virtuelles, démocratisation dans le monde, statistiques, sondages, encore des sondages, archivage, numérisation des fonds et des images, etc. Arriverons-nous jamais à achever cette liste? Non. Tant que nous sommes encore dans l'époque, nous ne pouvons voir de manière achevée et comme de l'extérieur la totalité de l'époque. À moins que la volonté ou le désir d'avoir ce point de vue holistique et général sur les choses ne soient eux-mêmes qu'un trait de l'époque où nous vivons. Nous ne pouvons en effet que pressentir les voies qui s'ouvrent dans notre histoire. Et ce pressentiment est disposé par les œuvres d'art
et par leur poétique. Regardez et écoutez Interstice. Un désert où le visible et le sonore sont affectés et comme disposés par la chaleur d'une lumière brûlante. Peut-on dire que ce sont des paysages? Y a-t-il encore des paysages à l'ère de la planétarisation ou de la globalisation? Voyez ces formes géométriques, rationnelles, carrées, qui se superposent sur le désert. Comme si la rationalité rampante occupe désormais même le non-lieu ou le non cultivable. On mesure la terre, on la géométrise en quelque sorte jusqu'au désert.